La chronique bourse, la quotidienne Zone Bourse, Anthony Bondin. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce point de marché Zone Bourse. Nous sommes le mercredi 27 novembre 2024. Il s'appelle ce matin Wall Street creuse l'écart avant Thanksgiving. Les Européens se demandent quand la foudre Trump va leur tomber dessus via une déclaration enflammée sur le réseau Truth Social, comme elle est tombée sur le Canada, le Mexique ou la Chine avant-hier. Wall Street signe de nouveaux records pendant que le reste des places boursières doutent. Et côté France, l'ambiance est, pas terrible. Les préparatifs de Trump 2 sont toujours douloureux pour les autres places boursières mondiales. Les actions américaines, mesurées par l'indice S&P 500, ont gagné 4% depuis la victoire électorale de l'ancien président au début du mois. C'est encore mieux du côté des petites valeurs américaines qui sont mesurées, elles, par l'indice Russell 2000. Elles en sont à plus 7,9%. Et pendant ce temps, l'indice large européen Stoxx Europe 600 a cédé 0,7%. On a encore pire du côté des actions des pays émergents, puisque le MSCI Emerging Markets est à moins 4,6%. Le pompon, c'est pour la Chine, qui est perçue comme l'ennemi numéro 1 des États-Unis et qui accuse pour sa part une baisse de 9,6% depuis l'élection de Donald Trump. Il faut bien le dire, cette situation ne prend personne par surprise. Les paris les plus embouteillés des dernières semaines consistaient en effet à jouer la bourse américaine contre le reste du monde et le Russell 2000 comme guest star indiciel. Hier soir, l'écart de performance depuis le 1er janvier 2024 entre le S&P 500 américain et le Stoxx Europe 600 a atteint 20,63%. Il me semble que c'est le record de l'année. Le premier gagne 26,24% quand le second est à plus 5,6%. Mais au moins il monte, c'est pas comme l'autre salopio de CAC 40 comme dirait mon voisin Émile. L'indice français affiche en effet 4,6% de baisse en 2024 et même sa division dividendes réinvestis est passée dans le rouge. On est à moins 0,9% pour le CAC 40 dividendes réinvestis en brut en 2024. Et la méforme de l'indice français n'est même pas directement due à l'ordre mélien que Donald Trump cherche à imposer, en tout cas pas directement. Non, le problème vient avant tout de la Chine et de la fin de l'âge d'or de la consommation dans le pays. La Chine était autrefois le mot magique pour justifier les excès de valorisation des actions européennes, souligne AlphaValue dans un joli petit papier paru hier dont je vais me servir ce matin. Le stratagème a fonctionné jusqu'à ce que les menaces de surtaxes douanières réciproques entre l'Europe et la Chine soient devenues trop intenses fin 2023. Et là, le luxe et les spiritueux, d'ailleurs regardez le parcours de Pernod Ricard cette année, c'est moins 33%, ces deux secteurs se sont écroulés. Et comme on parle de valeurs qui représentait quand même le quart de la capitalisation du CAC 40 il n'y a pas si longtemps, ça explique la double peine subie par l'indice parisien actuellement. Mais l'enseignement le plus remarquable est sans doute que le PER moyen des valeurs concernées a progressé entre 2022 et 2024 malgré la chute des actions, tout simplement parce que les bénéfices ont aussi baissé à vitesse grand V. Alors pas tous les bénéfices des sociétés comme LVMH et Hermès échappent à cette tendance, mais une majorité de bénéfices parmi les sociétés qui sont concernées. La conclusion d'AlphaValue, c'est que les hauts et les bas de la Chine ont transformé le luxe et les spiritueux européens en valeurs cycliques ordinaires et que ça fait des dégâts sur l'indice CAC 40. La situation économique européenne en général et française en particulier n'arrange d'ailleurs rien à l'affaire. L'écart de taux entre la dette de la France et la dette de l'Allemagne qui n'est pourtant pas le pays le plus fringant du continent en ce moment, il est au plus haut depuis 2012. Cet écart, qu'on appelle le spread, marque la différence de qualité et donc de risque entre deux emprunteurs. Concrètement, sur 10 ans, Berlin emprunte à 2,18% et Paris à 3,05%. Le spread atteint donc 0,87% et ça reflète les craintes sur la stabilité politique hexagonale, mais aussi les multiples dérapages budgétaires du gouvernement précédent. Histoire de piquer encore un petit peu plus, la France emprunte désormais nettement plus cher que l'Espagne qui est à 2,94% ou que le Portugal qui est à 2,69%. Le coût de la dette française est presque égal désormais à celui de la dette grecque qui est à 3,07% sur 10 ans. Une situation qui est résumée par Bruno Cavalier, le chef économiste d'Oddo BHF qui n'a pas souvent la langue dans sa poche. Il la résume en ces termes: la France est désormais dans la pire situation budgétaire de tous les pays de la zone euro. Non seulement la dette publique est élevée, mais plus grave pour sa soutenabilité à long terme, les dépenses primaires hors charge d'intérêt ne sont pas couvertes par les recettes fiscales. Cela fait 23 ans que cela dure. Aucun autre pays ne peut se prévaloir d'une telle complaisance des marchés.
Hors inquiétude sur la situation de la France, l'actualité du jour est dominée par le cessez-le-feu en vigueur depuis cette nuit entre le Hezbollah et Israël au Liban. Par ailleurs, les minutes de la dernière réunion de la Fed n'ont pas apporté d'éléments que le marché ne connaissait pas déjà. La probabilité d'une baisse de taux le mois prochain s'est renforcée autour de 60% aux États-Unis, mais ce pourcentage a de bonnes chances de bouger à la faveur de la grosse série de statistiques attendues cet après-midi. On aura en particulier l'inflation PCE du mois d'octobre. C'est un indicateur que la Banque centrale américaine suit de très près pour sa politique monétaire. Je crois qu'il y a 6 ou 7 statistiques cet après-midi aux États-Unis, une concentration de données qui est due au jour férié de Thanksgiving demain, et vendredi c'est le Black Friday qui s'annonce, le vrai cette fois, une journée qui donne lieu à une demi-séance américaine, je vous le rappelle, clôture à 13h vendredi aux États-Unis. Autant dire qu'entre le jour férié de jeudi et la demi-séance de vendredi, Wall Street est quasiment en week-end dès ce soir. Il me faut quand même ajouter, à défaut de savoir où ranger tout ça, que le ministre chinois de la Défense fait l'objet d'une enquête pour corruption selon le Financial Times, mais aussi que la Banque centrale néo-zélandaise a réduit ses taux d'un demi-point comme cela était attendu, et enfin que des rumeurs laissent penser que l'OPEP va peut-être décaler à nouveau l'augmentation de sa production, le temps de voir si les cours pétroliers se stabilisent. En Asie-Pacifique, ce matin, il y en a un peu pour tous les goûts. On a une hausse de 1% pour le CSI 300 en Chine continentale et à l'autre extrémité, une baisse de 1,5% pour le TAIEX à Taïwan. Le plus gros marché de la région, le Japon, recule de 0,9%. La Corée du Sud perd aussi 0,7%. Du côté de l'Inde et de l'Australie, on évolue légèrement dans le vert. Les indicateurs avancés européens, ils sont encore assez mitigés autour de 8 heures. On passe aux actualités des entreprises. En France d'abord, Carrefour est forcé de passer sous les fourches codines au Brésil après avoir clamé en France que l'enseigne ne vendrait pas de viande issue du Mercosur. Stellantis a confirmé mardi qu'aucune fermeture d'usine n'était prévue à court terme en France après l'annonce de la fermeture du site britannique de Luton et d'une estimation de baisse de production de 20% cette année dans l'Hexagone. ArcelorMittal est parvenu à faire placer une filiale de Liberty Steel sous administration judiciaire en raison de dettes impayées au Royaume-Uni. Téléperformance a acquis l'américain ZP Better Together pour 490 millions de dollars. Aramis espère un EBITDA ajusté de plus de 65 millions d'euros en 2025. Le consensus était positionné à 66,8. L'UE a validé le rachat d'Unioro par Fnac Darty alors que je croyais qu'il était déjà bouclé. L'action Atos a été multipliée par 3,6 fois en 2 séances après le projet de rachat d'un actif par l'État français. Neoen a réduit son objectif d'EBITDA ajusté en 2024. Valneva a demandé à la FDA américaine une extension d'indication pour son vaccin anti-chikungunya et Exaome et Trecobat ont repris certains actifs d'AST Group. Le CERN a signé avec Voltalia un contrat d'approvisionnement en énergie renouvelable. ICAP prend une participation minoritaire dans Jiva Materials. Latécoère a nommé une nouvelle présidente pour diriger sa branche Amérique et DroneVolt vise un EBITDA positif en 2025. Sur l'agenda des publics du jour en France aujourd'hui, on a Quadient et Precia. Ailleurs en Europe, Roche rachète Posedia Therapeutics pour 1,5 milliard de dollars. CVC chercherait à céder Ricordati à un autre laboratoire italien. Avolta a obtenu une concession de 18 ans à l'aéroport JFK de New York. Aston Martin voit son EBITDA annuel entre 270 et 280 millions de livres. C'est inférieur aux attentes. La société doit encore lever des fonds. La Commission européenne a approuvé un médicament de Novartis contre le traitement du cancer du sein à un stade précoce. Drake a tenté une action en justice contre UMG qui l'accuse d'avoir artificiellement gonflé les chiffres de streaming de son concurrent Kendrick Lamar. Idorsia est en pourparlers pour un accord de droits mondiaux de 35 millions de dollars pour l'un de ses produits phares et le bénéfice net du T3 de CD Projekt chute mais moins que prévu. Sur l'agenda des publications du jour, en Europe, on a Rockwool, EasyJet, Johnson Matthey et Electa. On passe à l'Amérique du Nord, apparemment il faut se méfier des sociétés qui publient le 26 novembre. Dell plonge de 11% hors séance après ses trimestriels, Workday c'est moins 10%, Autodesk moins 8%, HP 7,5% et CrowdStrike moins 6%. Apple envisage des partenariats avec des entreprises chinoises comme Baidu ou ByteDance pour surmonter les difficultés réglementaires liées au lancement de ces modèles d'IA en Chine. Threads, la filiale de Meta Platforms, serait le principal bénéficiaire de l'exode récent des anciens utilisateurs de X. GE Aerospace va payer 362,5 millions de dollars pour régler un recours collectif concernant la communication sur sa division énergie. Et Walt Disney payera 43,3 millions de dollars pour mettre fin à une action en justice concernant la rémunération des femmes au sein de l'entreprise. Pas grand chose à se mettre sous la dent du côté de l'actu en Asie-Pacifique. Hyundai va racheter pour 716 millions de dollars d'actions et c'est à peu près tout. Voilà, c'est terminé pour ce point de marché du jour. Je vous souhaite une excellente journée à toutes et à tous.